Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle table ronde consacrée à l'énergie. En début d'après-midi, on a parlé d'agrivoltaïsme et de partage de la valeur ajoutée. Là, on va maintenant évoquer les atouts et les freins du développement de cette filière en France. Pour en parler, j'ai à côté de moi Jean-Marc Fabius, cofondateur et directeur général de GLHD. Bonjour. Et Jean-Baptiste Sarlat, expert financement énergie renouvelable à la Banque Populaire. Bonjour. Bonjour. Alors l'agrivoltaïsme, on en parle beaucoup, on y voit beaucoup de bénéfices, un intérêt agronomique, un intérêt sur le bien-être animal avec l'ombrage, la possibilité de s'adapter au changement climatique grâce à l'ombrage. On y voit aussi l'intérêt de produire de l'énergie plus verte, de l'énergie décarbonée. On y voit également l'objectif de produire cette énergie et de générer un nouveau revenu pour les agriculteurs, une vraie valeur ajoutée. Néanmoins, on est au balbutiement de cette filière. Il y a des projets dans les cartons, ils se développent. Alors on va voir avec vous déjà les avantages et les inconvénients. Mais pour commencer, j'aimerais que chacun, vous me présentiez votre quotidien, votre entreprise, ce que vous faites autour de cette filière, vos objectifs, chaque jour, quand vous allez, chaque semaine, quand vous allez au bureau, quel est votre objectif par rapport à l'agrivoltaïsme. Jean-Marc Fabius, vous commencez. Avec plaisir, honneur aux plus petits donc. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes une société qui développons de l'agrivoltaïsme, on va dire, de grande puissance. Donc on ne parle pas du tout de hangars, de petits projets de 1-2 hectares. On travaille avec des collectifs d'agriculteurs. Et ces collectifs répondent à des contraintes en fait sur leur territoire. Typiquement la qualité de l'eau, la quantité, les usages agricoles qui les obligent à se transformer. Et en fait, l'agrivoltaïsme est une opportunité pour amener justement ce complément de revenus qui permet une transition dans leur activité agricole. Donc notre métier à nous, c'est de développer avec aujourd'hui un peu plus de 250 agriculteurs en France, une trentaine de projets qui amènent à des changements agricoles et des changements de filière, avec quelques projets emblématiques, dont un dans les Landes, pas très loin d'ici, qui s'appelle Terra Boots, et qui regroupe 35 agriculteurs sur une surface de 750 hectares. Alors, Terra Plus, là, c'est Terra Boots. Pardon ? Terra Boots. Terra. Ok, donc ce projet-là, c'est vraiment, il repose sur plusieurs agriculteurs. C'est quand même l'objectif. On n'est pas sur un projet, un agriculteur, un seul propriétaire, un seul exploitant. Tout à fait. Alors, on n'est pas du tout dans ce modèle. Le modèle Terra Boots, c'est donc une zone de captage des eaux, donc destinée à la consommation humaine, qui a été endommagée par les intrants. Et donc, il y a une injonction de l'État qui interdit l'utilisation des phytos sur cette zone. Et comment on va transformer une agriculture qui était majoritairement de la production céréalière et en grande majorité de maïs vers un polyculture élevage et à 35, donc c'est-à-dire avec des circuits courts, des filières amont, aval réinventées, et tout ça dans un cadre qui soit finançable et pour la partie énergétique et pour la partie agricole. Ça me permet, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, on parle beaucoup d'agrivoltaïsme, mais on peut prendre un petit peu de recul sur le sujet, où ça ne va représenter que 0,2%, 0,1% de la surface agricole utile en France. Ça veut dire qu'il y a déjà un cadre réglementaire, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, mais on parle malgré tout que d'un tout petit objet. C'est une niche, c'est ça ? C'est une niche, c'est une innovation surtout. Et il faut faire attention à pas trop la contraindre, parce que si on contraint une innovation, on ne pourra pas l'explorer jusqu'au bout et justement redéployer et trouver des systèmes qui soient encore plus pertinents pour les agriculteurs. Alors c'est petit sur les surfaces, sur le chiffre d'affaires ramené à une exploitation, ça peut devenir quand même très très important. Mais le sujet, pour moi, et c'est ce qui nous motive au quotidien, c'est pas de penser en termes de chiffre d'affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans 20 ans, sur les terres et les agriculteurs avec qui on travaille, il y a encore de l'agriculture. Ça ne m'intéresse pas de savoir s'il y a 90% de production par rapport à un standard, s'il y a 95%.
ce qui est important, c'est que pour qu'il y ait une production, il faut qu'il y ait un agriculteur. Et je reviens au thème du jour, l'atout. L'atout de l'agrivoltaïsme, c'est avant tout le monde agricole, cette capacité à se transformer, à innover et, comme depuis tout temps, à changer ses pratiques en fonction des contraintes. Jean-Baptiste Sarlat, votre métier, il est nouveau à la Banque Populaire ? Alors, il est nouveau, oui et non. En fait, moi, je suis donc expert énergie renouvelable et transition énergétique au sein de la Banque Populaire Aquitaine. C'est un métier qui est arrivé dans les banques, tout simplement au moment où ces projets d'énergie renouvelable, notamment parce que c'est le premier métier, la première activité de la transition énergétique qui est devenue véritablement économiquement soutenable, on va dire. Donc, effectivement, au moment où se sont développés ces projets-là, ces métiers d'experts, en fait, qui ont la mission de, on va dire, comprendre ces projets-là, les décrypter pour les organes de décision des banques, et puis, on va dire, les structurer de façon suffisamment sécurisée pour qu'elles soient finançables sur des périodes qui sont relativement longues et avec des intensités capitalistiques assez fortes quand même. Voilà, ces métiers-là se sont développés là, à ce moment-là, quoi. Donc en fait, le métier, il est à la fois côté financement, donc c'est bien ce qu'on fait, c'est structurer des financements, mais il y a aussi quand même une partie du métier qui est même peut-être la plus importante en tant qu'il y a une partie d'accompagnement, d'explication, de structuration des projets, à la fois pour nos clients agriculteurs, PME, qui sont soit porteurs de projets, soit partenaires de projets, et qui ont besoin de comprendre comment tout ça marche, où est leur intérêt, qui sont les bons acteurs, quels sont les processus en termes d'autorisation, de construction, etc., qui ont besoin d'avoir des acteurs qui les aident à comprendre comment tout ça marche, des acteurs, j'ai envie de dire, un petit peu neutres, parce qu'évidemment, le développeur, l'installateur, il a envie forcément de placer sa solution. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais il a envie de placer sa solution. Nous, on essaye d'apporter cette approche un petit peu neutre. Donc, il y a quand même beaucoup de temps à passer là-dessus, sur ces clients, donc partenaires ou porteurs de projets. Et puis après, on a les clients développeurs, qui sont eux des professionnels des énergies renouvelables et qui ont besoin d'accompagnement dans le montage de leur activité, dans leur développement de leur portefeuille, dans le développement de leur projet. Donc voilà, c'est ça mon métier à peu près, accompagner, on va dire, les plus petits et puis structurer le financement une fois qu'on passe à l'acte, on va dire. Oui, c'est très juste. Je me permets un autre point là-dessus. On a démarré l'agrivoltaïsme il y a 6 ans de notre côté. Donc on était absolument tout seul à ce moment-là, ou quasiment. On a participé aux discussions sur la création de la loi avec ses atouts, ses freins. Et justement, on s'est beaucoup focalisé sur le volet agricole et on a très peu pensé au financement. Ce qui ressort des débats au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée, aux différentes consultations qu'on a pu mener. Et dans les freins potentiels, il y en a un qui dans la loi, est celui du démantèlement. Si jamais les productions agricoles ne sont pas au niveau attendu, il y a un démantèlement. Mais moi, développeur, je suis obligé de penser à mon financier qui, lui, quand il voit possibilité de démantèlement, dit risque. C'est-à-dire qu'il va cofinancer avec moi un projet et avec un agriculteur qui, lui, est totalement partie prenante et donc que l'on met à risque également. Et comment on fait avec ce critère-là? Mais la vraie question derrière, c'est qui va être le responsable in fine? Est-ce que ça ne va pas retomber sur le dos de l'agriculteur? Donc, dans les atouts et dans les freins, les atouts, c'est que ça a mis quand même tout le monde autour de la table. Dans les freins, c'est que c'est là le problème de l'innovation, c'est qu'il faut inventer au fur et à mesure. Et donc, si on a fait déjà une première étape avec une nouvelle loi, il va falloir bien auditer ce qui se passe dans la suite pour la faire évoluer. Quand vous dites démantèlement, c'est sur quels critères? Si la production ne sort pas assez d'énergie ou si c'est la production agricole qui ne suit pas? Si la production agricole n'est pas au rendez-vous. Vous parliez, Jean-Baptiste, dans votre introduction d'accompagnement des agriculteurs. Alors, est-ce que justement, la filière, elle est nouvelle, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de gens qui se posent des questions. Les agriculteurs, ils sont déjà pas mal sollicités. On sent qu'il peut y avoir déjà une concurrence entre les développeurs. Alors, l'accompagnement que les agriculteurs peuvent recevoir via leurs organisations professionnelles agricoles, via leurs conseillers, via les structures qui les accompagnent, c'est un atout aujourd'hui ou est-ce que ça demande encore à s'améliorer pour mieux les accompagner? Alors, c'est clairement un atout. En fait, le sujet qu'a soulevé Jean-Marc et qui est un sujet clé, c'est effectivement, et ça on l'a connu au début de la filière photovoltaïque avant 2010, on l'a reconnu quand on a développé la méthanisation, c'est-à-dire qu'en fait,
techniquement, on sait faire plein de choses. Agronomiquement, pour le coup, si on parle d'agrivoltaïsme, on sait faire plein de choses. Mais effectivement, il faut arriver à timer le process des projets et arriver à trouver de la sécurité pour tout le monde. Et ça apparaît quand effectivement on embarque le monde financier. Parce que le monde financier, il a ses freins, il a ses atouts. Son grand atout, effectivement, c'est d'arriver à mettre sur pied des projets qui, à un moment donné, auront de la résilience, quel que soit l'événement qui va frapper le projet. Et donc, ce qu'on doit construire aujourd'hui sur l'agrivoltaïsme, c'est ça. Et c'est normal que ça ne soit pas construit, parce que l'histoire de l'agrivoltaïsme, elle va s'écrire, elle est en train de s'écrire, elle est à ses tout débuts. Et donc, il faut qu'on trouve effectivement toute cette sécurité-là, qui investit, qui est l'acheteur de l'énergie, quelles sont les contraintes de production sous-jacentes, quelle est la réglementation qui s'applique à ça, et donc quels sont les engagements que doivent prendre chacun des acteurs, qui va être responsable en fin de vie de l'installation, du démantèlement, qu'est-ce qui se passe si la société qui a installé n'est plus là au moment où l'installation est en fin de vie. Bref, il y a voilà, un corpus, on va dire, de sujets à traiter qui, pour le moment, sont un peu vierges de tout traitement. Hein, parce que là, on va quand même cumuler, si je me place du point de vue financeur, de projets qui ont des intensités capitalistiques fortes, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir lever quand même des dettes importantes, sur de la production qui techniquement du photovoltaïque, alors ça on sait très bien faire, hein, P90, on sait calibrer la technique, le raccordement on sait calibrer, même si le raccordement est un autre sujet dont on peut parler. Par contre, l'approche conjointe production agronomique qui conditionne les revenus photovoltaïques, ça on sait un petit peu moins l'aborder. Et on y rajoute la couche, la plupart de ces projets-là, ils ne vont pas se vendre sur une contrepartie État, c'est-à-dire que c'est pas en appel d'offres la plupart du temps qu'on va vendre l'électricité EDF, mais sur le marché, c'est-à-dire à des contreparties privées dans des ventes de gré à gré. Et ça, c'est une autre difficulté, ou en tout cas une autre nouveauté. Donc l'agrivoltaïsme, c'est ça qui le caractérise, c'est qu'il y a d'immenses atouts, d'immenses potentiels, d'immenses intérêts pour l'agriculteur, pour les énergies renouvelables, pour les économies régionales. Et il y a des sujets à traiter. Moi, je ne parlerai pas de freins, je parlerai de sujets à traiter qu'on va inventer ensemble, comme on l'a fait sur d'autres technologies. Je suis tout à fait d'accord, j'abonde dans ce sens. Ça nous a obligés aussi à autre chose, c'est que chacun des territoires s'est saisi en fait de cette problématique. Et on a pu le voir, beaucoup de chambres ont édicté des chartes, des départements aussi. En fait, tout le monde s'en est mêlé un petit peu. Mais au départ, tout le monde ne se parlait pas vraiment. Et là, maintenant où on arrive à ces phases de réalisation de ces projets, ça nous oblige à avoir plus de communication intermétier, de mieux comprendre nos besoins. Alors, avec le monde agricole, quand on est développeur, vous baignez dedans. Enfin, nous, on est tous les jours avec nos bots, c'est le cas de le dire, avec nos agriculteurs. Mais ça a obligé à aller plus loin dans la réflexion de l'ensemble. Et là, on parle d'agrivoltaïsme, mais on parle d'aménagement du territoire. Parce que, alors là, je vais parler un peu pour nous, mais on fait que des projets comme ça qui sont sous des contraintes. Donc, ça veut dire qu'on réaménage un territoire. Les retombées, elles ne sont pas simplement dans le monde agricole. Elles sont également à destination des collectivités territoriales. Il faut voir que c'est 50% de l'investissement qui est non délocalisable. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver dans des zones qui sont plutôt pauvres, plutôt sous contrainte, et qui vont voir des flux financiers arriver sur ces territoires-là. Et bien sûr, on ne peut pas se passer des agriculteurs. Je rappelle juste un truc, mais tout bête, agrivoltaïsme, ça commence par agri. Donc c'est vraiment la base. Mais par contre, il y a toute la chaîne derrière, et un des maillons de la chaîne, c'est le développeur et le financeur. Vous parlez du local, alors, comme un atout, est-ce que ça peut pas aussi être une contrainte? C'est-à-dire que voilà, il y a des décisions, ça fait une forme de millefeuille. On sait aujourd'hui que toutes les chartes des chambres ne sont pas forcément identiques, ou en tous les cas, toutes les décisions derrière en CDPNAF, parce que les projets passent en CDPNAF, toutes les CDPNAF n'ont pas la même vision sur l'agrivoltaïsme. Il y a peut-être des endroits où ça passe mieux qu'ailleurs. Alors, est-ce que c'est vraiment un atout, ce côté local? Alors, Jean-Marc Pavus et puis après Jean-Baptiste Sarlat. Alors oui, c'est un atout parce que ça reste un projet de territoire. Comme je le disais, chacun a fait des chartes, mais le but était un but de protection. Et on le voit, hein, vous imaginez bien qu'on voit beaucoup de CDPNAF, et moi-même je vois des projets qui passent, souvent justement qui sont retoqués, parce qu'il n'y a rien dedans, enfin il n'y a pas de fond. Par contre, quand on a des projets de fond avec de l'aménagement du territoire, avec justement une survivance du monde agricole qui va avec, là ça passe quel que soit l'endroit en fait. Et donc ces chartes, tout ça évolue.
encore une fois, on n'est vraiment au juste début. Et le juste début va nous permettre d'évoluer vers quelque chose de plus pertinent dans la suite. Oui, on est un peu schizophrène, hein, forcément. Hein. On veut faire des renouvelables, mais on ne veut pas dénaturer les paysages. On veut sauver l'agriculture, mais on ne veut pas aller vers une spéculation sur le foncier agricole. On est un peu schizophrène. Tout ça, cette schizophrénie, je pense qu'elle part d'une bonne intention. C'est-à-dire que, effectivement, on ne veut pas que ces sujets-là dérapent. Donc on veut les maîtriser. Donc c'est très bien. Et la réponse à ça, c'est effectivement le local, à mon avis. C'est-à-dire qu'il faut que les décisions, les acteurs, les intervenants soient des gens qui soient le plus local possible, c'est-à-dire qu'en tout cas, les responsabilités puissent être assumées localement. Et ensuite, les décisions, qu'elles soient en termes d'autorisation, les décisions politiques, et puis les réalisations économico-technico-financières, hein, voilà, quand elles sont prises par des acteurs locaux, je pense que ça les engage vis-à-vis de leur territoire, ça les engage vis-à-vis du et des agriculteurs qui sont impliqués. Et donc, un des atouts, effectivement, de l'agrivoltaïsme à la française qu'on veut développer, c'est effectivement de le faire avec des acteurs les plus locaux possibles. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas d'avoir des investisseurs internationaux derrière ces acteurs-là, ce qui montre bien que notre modèle, même s'il y a de la réglementation, même s'il y a des contraintes, même si le raccordement n'est pas suffisant, il est attirant. L'agrivoltaïsme à la française, ça attire beaucoup. C'est donc bien qu'il y a des atouts qui sont beaucoup plus forts que les freins aujourd'hui. Oui, c'est très vrai. Ça attire les investisseurs, c'est très juste. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose en face. Mais je voudrais souligner un point. On parle de territoire et avec le mot territoire vient le mot concertation. La concertation avec le territoire est la clé. Je reprends l'exemple de notre projet dans les Landes de Terre Boots. C'est 5 ans de concertation. C'est du porte-à-porte, c'est expliquer et surtout c'est écouter les gens du territoire. Et en fait, quand vous arrivez à un endroit et que vous détectez une possibilité de développer un projet, vous êtes un invité à cet endroit-là. Vous n'arrivez pas avec une solution toute faite. Vous allez d'abord écouter, aménager, adapter, changer. Je peux vous dire qu'il y a 5 ans, entre le projet qu'on avait en tête et ce qu'il en sort à la fin, il n'y a pas grand-chose en commun. Et la concertation, c'est indispensable pour que justement il y ait une appropriation, et ça c'est un atout considérable. Il ne faut pas oublier que dans cette concertation, au cœur, il y a l'agriculteur qui habite dans ce territoire. Et voilà, la clé, elle reste toujours là. Vous avez évoqué des investisseurs étrangers, alors, et que la filière agrivoltaïque française, elle était intéressante. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger ? Quelle est la valeur ajoutée ? Quelle est la force de la filière agrivoltaïsme française ? Je ne sais pas moi, par rapport à la filière espagnole ou la filière allemande. Les Allemands étaient en avance sur la méthanisation. Comment ça se passe ailleurs ? Ils sont en avance aussi. Ils sont en avance aussi. L'Espagne a démarré l'agrivoltaïsme, mais sans même lui donner de nom. J'ai le souvenir d'avoir travaillé sur un projet en 2010 en Extrémadour de 600 MW, donc projet qui n'existe même pas en France. Il n'y a aucun projet à 600 MW en France, où il y avait les cochons qui donnent le pata negra, qui était au milieu. Donc voilà, il y a plein d'approches différentes. En Italie, c'est l'inverse, et on se dit on va faire du tout petit projet, mais c'est lié aussi au contexte italien. Il y a beaucoup plus d'agriculteurs en Italie, mais leur surface individuelle est beaucoup plus petite. Donc en fait, je pense que chacun s'invente un agrivoltaïsme en fonction de ses besoins, en fonction de sa cartographie, de ses territoires, des gens, etc. Mais les premiers à avoir expérimenté l'agrivoltaïsme, c'est le Japon en 2002. Donc on a juste 22 ans de retard, pas grand-chose. Alors vous qui évoquiez des gros projets chez GLHD, vous n'allez pas développer en Espagne ? Non, on est une société où déjà 32 projets à développer sur le territoire français, c'est très complexe, c'est long dans le temps. Et on sait aujourd'hui échanger avec nos agriculteurs. Je ne suis pas sûr que dans la langue de Cervantes, j'ai le bon discours. Non, mais il faut voir ce que c'est pour les agriculteurs qui sont ici, puisqu'on est quand même sur un salon agri. Moi, dans ma partie conseil, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'agriculteurs qui m'appellent en me disant « Voilà ce qu'on m'a proposé », ou plutôt via leur chargé d'affaires, « Voilà ce qu'on m'a proposé, qui est cet intervenant-là, est-ce que le prix qu'on me propose est bon, est-ce que cette promesse de bail ressemble à quelque chose, et à quoi je m'engage ?» Beaucoup plus que de développeurs qui viennent avec leurs projets. Aujourd'hui, on est encore dans les balbutiements, on est encore dans les autorisations, les concertations, etc.
on n'est pas loin du financement des projets. Mais pour le moment, le sujet, c'est les agriculteurs. Comment se retrouver face à cette histoire qui n'est pas écrite? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre prédéfini de ce que c'est qu'une bonne proposition agrivoltaïque ou une mauvaise. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins dans le marché, des choses qui sont plus ou moins réalistes économiquement, des choses qui sont plus ou moins cadrées juridiquement en termes de responsabilité. Mais ce qu'il faut dire aux agriculteurs, c'est qu'il faut échanger, construire avec ceux qui viennent vous voir pour vous proposer ce genre de projet. Est-ce qu'ils vous intègrent dans le projet en termes de prise de participation ou pas? Voilà, il y a plein de choses à discuter avec eux. Et donc, on est à ce stade-là de l'histoire où il faut construire ça et pas attendre qu'on vous livre une proposition toute ficelée. Je pense qu'il faut construire avec l'acteur. Ouais, je me permets de rebondir là-dessus. Et on est dans un salon agricole, donc vous avez bien compris que moi, je ne suis pas dans un cadre de prospection du tout aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup de nouvelles entreprises qui se sont créées dans l'agrivoltaïsme. Et on voit des loyers proposés aux propriétaires agricoles qui flambent, s'enflamment. Et je le dis comme je le pense, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et la personne qui signe aujourd'hui un bail à 7 000 € l'hectare par an ne les touchera jamais, car ce n'est pas possible. Je disais sur la précédente table ronde, j'ai reçu une publicité où on me proposait en tant qu'exploitant agricole propriétaire 2500 à 6 000 € l'hectare. C'est qu'on reçoit des pubs comme ça là. 6 000, c'est vraiment le meilleur des cas où on a aligné toutes les planètes ensemble, et ça, c'est des projets qui n'existent pas. Il y a aussi, il faut comprendre, quand il y avait la crise du gaz en Ukraine, le prix de l'énergie s'est enflammé. Donc on peut se dire effet d'aubaine, mais c'est pas pérenne, ce sont des à-coups. Voilà, maintenant que le prix de l'électricité est revenu à un seuil qui est à peu près normal, forcément, quand on vend en pipier sur le marché, le prix de l'énergie n'est pas le même qu'il y a 3 ans. Donc je pense qu'il est extrêmement important pour les agriculteurs de bien se rapprocher de leurs chambres, de leurs conseillers financiers, de tous les organismes de conseil pour se faire une idée juste. Je pense que tous, et c'est là la particularité des agriculteurs et agricultrices, ce sont des chefs et des chefs de FE d'entreprise, et on sait très bien que le miroir aux alouettes, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment être précautionneux au démarrage du projet. Le législateur, il a abouti à la loi sur l'agrivoltaïsme. Ça a été un petit peu long, que les décrets sortent, il y a eu du débat. Alors aujourd'hui, cette loi, pour vous, c'est un frein, c'est un atout. Comment vous la considérez, cette loi sur l'agrivoltaïsme ? Alors comme je le disais tout à l'heure, on a eu la chance de participer aux échanges et de faire valoir notre position en fait. L'ensemble des syndicats agricoles et du monde de l'énergie, on peut aussi y contribuer. C'est une première étape. Il faudra la faire évoluer. C'est évident, on parle d'innovation dans quelque chose qui n'existe pas, statuer dessus, c'est quand même très complexe. Et il va falloir la faire évoluer en fonction justement d'une évaluation juste d'ici quelques temps, et de voir, là, ça c'est un frein, c'est même un stop, parce qu'il y en aura. Et là, au contraire, c'est des points d'amélioration. Le fait qu'il y ait une loi montre aussi que ce marché existe pour le monde agricole. Et donc c'est une opportunité, une adaptation qui est justifiée de par l'existence de cette loi déjà. Pour un financeur, quand on donne un cadre, ça rassure qu'il y ait un cadre ? Non, mais bien sûr, la réglementation, elle est contraignante, mais ça montre qu'on est dans un état, effectivement, où il y a des règles et que donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ces règles, elles ont quand même pour vocation première de donner, en tout cas, ça devrait être comme ça, de donner une visibilité, de donner une stabilité sur laquelle on peut développer une industrie, en fait. On a bien vu dans la première époque du photovoltaïque avant 2010, un peu le Far West, et puis tout d'un coup, boum, moratoire. Alors, on en discutait juste avant, il reste quelques entreprises qui ont survécu, mais il y en a quand même beaucoup qui sont mortes. Ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est plutôt un cadre. Mais alors, effectivement, entre trop contraindre et trop libérer, c'est pas évident. Aujourd'hui, il faut être clair, l'Union européenne se défausse un peu sur les États se défaussent sur le local. Et le local n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de tout comprendre dans effectivement ce qui reste une innovation. Donc oui, nous évidemment qu'on voit l'encadrement réglementaire comme plutôt une bonne chose,
mais en même temps, la frontière est ténue entre brider une innovation et ne pas permettre du n'importe quoi. Voilà, bon, il faut trouver l'équilibre. Ça va se construire. Des fois, il y a des très bonnes intentions. Dans la loi, par exemple, il y a les zones d'accélération. Donc c'est une mairie, une communauté de communes qui doit déterminer les zones d'implantation des futures énergies renouvelables. Et là, vous allez demander à un maire, à un conseiller municipal, de déterminer des zones où justement toute la difficulté, ça va être de ne pas vexer le voisin ou l'ensemble du village. Mais pour déterminer une zone, en fait, il faudrait qu'il soit compétent en topographie, en tout ce qui est biodiversité, sur toutes les lois sur l'eau, sur toutes les dérogations au défrichage, etc., sur la qualité du raccordement en fonction de la taille. Et on va demander ça à tous les maires. Mais c'est extrêmement complexe. Et alors, dans l'idée qui au départ est bonne, qui est de dire le territoire c'est mieux que le reste, où doivent être positionnées les énergies renouvelables, des élus ne peuvent pas avoir une multi-connaissance de l'ensemble. Enfin, je veux dire, nous, développeurs, on fait appel à 10 bureaux d'études différents pour déterminer si le projet est viable ou pas. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Il y a un autre point, la philosophie de la loi a été de dire il ne faut pas perdre de production agricole. C'est un pourcentage. C'est ça, c'est 10%. C'est 10%. Bon, il ne faut pas perdre, mais je rappelle, on va faire 0,1 ou 0,2% de la surface agricole française. Est-ce que l'enjeu, il est vraiment de perdre plus ou moins 10%, voire même de gagner un petit peu en production, mais ça va représenter quelques centaines d'euros de gains pour un agriculteur? C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il y a un agriculteur encore dans 20 ans à cet endroit-là. Donc, il y a des fois, c'est là où les adaptations seront nécessaires, c'est que d'une bonne intention, on peut voir que ça peut être un frein, et d'un autre côté, il y a de bonnes intentions qui ont libéré les choses aussi. La bonne intention, c'était de dire, en mettant un seuil pour maintenir la production agricole, c'était de dire on évite les projets alibi où on ne produit plus rien en dessous, c'est ça? Exactement. Et c'est là où on peut dire que cette intention, elle était bonne. Est-ce que confrontée à la réalité des projets agricoles, elle est vraiment bien dimensionnée? Dans quelques années, il faudra regarder en arrière et se dire, de manière objective, si ça valait le coup de faire comme ça ou pas. Un autre élément central de la loi qui a été largement débattu, c'était le pourcentage d'ombrage, je crois, projeté en plus. Hein. Ce n'est pas un taux d'ombrage, c'est un pourcentage d'ombrage projeté à 40%. Alors voilà, en tant que développeur, en tant que financeur, est-ce que 40% c'est bien pour produire suffisamment d'énergie et amortir? Est-ce qu'en tant que développeur c'est un blocage ou pas? Enfin, par exemple, voilà, il y a un chiffre qui est donné, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? À tout ou pas? On peut se poser la question du sens. Est-ce que c'est vraiment utile de fixer un seuil à 40%? Et je pense que c'est plus vu de ma fenêtre, c'est plus le projet qui devrait déterminer quel est le taux d'occupation, l'ombrage projeté de ces panneaux. Là aussi, qu'a voulu le législateur? Il a voulu se prémunir d'un champ solaire où tous les panneaux se touchent et on met 3 poules dessous et on se dit que c'est de l'agrivoltaïsme. Voilà, il y a plein d'approches différentes pour créer la loi. On peut se dire j'interdis un maximum de choses et je laisse un tout petit espace, ou au contraire je définis la taille de la cour d'école et aller jouer au milieu. Voilà, on est parti plus dans la rétention que dans laissant les gens... Mais il y a d'autres choses, hein, le bas du panneau à 1,20 m. Pourquoi 1,20 m? 1,20 m, d'habitude, on les met à 80 cm. Mais vous savez, ces 40 cm là, sur des milliers, même pour nos projets, des centaines de milliers de pieux battus qui sont enfoncés, ça en fait des dizaines et des centaines de tonnes d'acier supplémentaires. Mais cette tonne d'acier-là, elle se retrouve sur le prix de l'énergie qui sort à la fin. Et donc à la fin, c'est le consommateur qui le paye. Le risque de tout ça, en effet, c'est que toutes ces contraintes accumulées fassent un projet qui soit pas bancable, pas finançable. Puisqu'effectivement, nous, quand on finance ces projets-là, on est uniquement sur la notion que le projet va dégager suffisamment de revenus pour rembourser sa dette. Si, à un moment donné, l'investissement n'arrive pas à être couvert par les revenus parce que l'investissement, il y a eu des surcapex, des surinvestissements, parce qu'il faut plus de pieux, il faut plus de hauteur, il faut moins de panneaux, etc. Il est possible que toutes ces contraintes économiquement disqualifient les projets et donc la réglementation. En quel cas, il faudra être suffisamment souple pour faire bouger la réglementation. Bon, mais malgré tout, effectivement, comme on est sur une innovation, une naissance de filière,
faut pas trop se tromper parce que des acteurs, il y en avait pas beaucoup, il y en a eu énormément, il y en a déjà un petit peu moins. Si on veut arriver à nos objectifs d'énergie renouvelable, il va falloir qu'il en reste et des sérieux. Je reviens à certains exemples. Pour des projets que l'on a avec des agriculteurs qui étaient antérieurs à la loi APER, donc qui ne sont pas soumis à ces contraintes, il nous est arrivé de mesurer avec un mètre l'écartement des machines-outils, les angles, les axes de rotation. Et en fait, on a co-construit le projet pour savoir combien il fallait de hauteur sous le panneau, combien il fallait de dégagement derrière. Et quelque part, si c'est un vrai projet agrivoltaïque, il n'y a pas besoin de loi pour ça. Sur ce que vous aviez développé en vrai projet agrivoltaïque, vous étiez déjà sur les 40% ou comment On se situe, de mémoire, on se situe entre 32 et 42%. Donc en fait, on était déjà compatible dans la loi. Mais y avait-il vraiment besoin de le spécifier encore une fois? Quand on a certains types de cultures, notamment des baies, qui nécessitent d'avoir plus d'ombrage, ben, si on a plus d'ombrage, on a intérêt à resserrer les panneaux. Mais sans cette loi, comment vous luttez contre les projets alibi? Alors vous avez une vraie démarche avec les agriculteurs, un vrai projet de territoire, mais comment on lutte contre ces projets alibi qui ont existé quand même? C'est pas mon métier. C'est pas à moi à lutter contre cela. Mais je pense que la première intelligence, elle est dans le territoire et les agriculteurs savent très bien si c'est un projet alibi ou pas. Les chambres savent très bien reconnaître. On retombe sur les CDPNAF qui, elles, sont en capacité d'identifier si c'est un vrai projet agrivoltaïque ou pas, quoi. C'est là le côté positif de la loi, c'est d'avoir intégré tous les côtés, tout le côté local. Et on va pas raconter n'importe quoi à un agriculteur. C'est pour ça que je me défends assez de parler de l'agriculture. C'est pas mon métier. Vous avez évoqué aussi cette technologie nouvelle, donc un cadre de loi qui peut évoluer. Est-ce que ce n'est pas aussi un danger? C'est-à-dire que le financeur, il aime bien une stabilité. Il n'a peut-être pas envie que ce cadre de loi il change. Et même vous, hein, quand vous développez vos projets, vous n'avez pas envie que la loi elle change dans 3 ans, dans 4 ans, qu'on la fasse tout le temps évoluer. C'est-à-dire que, effectivement, ce qu'on n'aime pas trop, c'est les obligations qui sont posées, qui sont retirées, qui sont remises, parce qu'effectivement, ça donne des injonctions contradictoires aux acteurs. Et donc, en fait, ça pousse à l'inaction. Ce qu'on voit par exemple sur la couverture des parkings par des ombrières photovoltaïques, plus personne ne sait où on en est. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Donc, sur l'agrivoltaïsme, on a moins ce risque-là, parce que je pense que tous les acteurs ont bien compris, agriculteurs comme autorités publiques qui ont besoin de développer les énergies renouvelables, qu'on est quand même à la conjonction de sujets qui intéressent tout le monde. Préserver l'agriculture, protéger contre les aléas climatiques, produire de l'énergie renouvelable. Donc il y a moins ce danger-là. Les évolutions qu'il faut qu'il y ait, effectivement, qui doivent s'ajuster au fil du temps, c'est effectivement de permettre une réglementation qui protège tout en fluidifiant, on va dire, les bons projets. Donc ça, cet ajustement-là, on est plutôt tout à fait pour, parce qu'encore une fois, là récemment, le prix de l'électricité a baissé. On a régulièrement des moments, que ce soit en photovoltaïque ou en méthanisation d'ailleurs, on a régulièrement des moments où l'équation économique n'est plus bonne pour le développement des projets. On a des moments où il n'y a plus rien qui sort. Parce qu'on a des moments où le prix de l'énergie rapporté au prix des capex, rapporté à toutes les contraintes réglementaires, fait que les projets sont juste pas viables. C'est très très vrai. Alors, je viens de Normandie, on a un président de région, Hervé Morin, qui lui a carrément déposé un recours en tant que président de région, qui attaque la loi. Est-ce que ça, c'est aussi c'est un fonctionnement à la française? Il y a du débat. J'imagine que le développeur qui était en Normandie, qui avait son projet et qui essayait d'avancer, quand il arrive et qu'il se dit mince, le président de région, là, il est vent debout là-dessus et il dépose des recours. Voilà comment on stabilise. Est-ce que c'est des craintes que vous avez, vous, en tant que développeur, d'être sur une région et d'un seul coup, un changement de région et voilà, localement, boum, un homme politique qui dit non quelque part? Oui, d'abord, c'est son droit. Moi, je me pose toujours la question du pourquoi il le fait. Quel est son intérêt à ce moment-là de sortir? J'ai pas de projet en Normandie, mais je me dis, mais ça serait comment le percevrait un agriculteur qui vit dans une contrainte, qui a des difficultés et qui voit son projet agrivoltaïque comme sa porte de sortie pour poursuivre son métier et sa passion dans les années qui viennent, voire pour transmettre. Donc
chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Je suis assez embêté de voir ça, surtout quand une loi est déjà passée, donc elle est passée par la représentation nationale, elle a été votée à l'Assemblée et au Sénat. Donc je me pose la question de la pertinence de ce genre de position. Ce qui mène à ça, c'est la peur. C'est la peur, le plus souvent, ce qu'on entend le plus souvent, la peur d'une spéculation sur les terres agricoles, c'est-à-dire d'une dépossession de la terre agricole des agriculteurs. Comme vous l'avez rappelé, en termes de volume de terre et même en termes d'intention finale, on doit pouvoir lever ces peurs de manière extrêmement rationnelle. Mais voilà. Et il y a déjà des solutions. Enfin, nous, le propriétaire n'est pas celui qui touche le plus de revenus. Celui qui touche le revenu, c'est l'exploitant agricole. Le but, c'est maintenir une agriculture. Donc, c'est l'exploitant qui, lui, va être le plus dédommagé pour ne pas créer cet effet de bulle sur le foncier. C'est quoi là votre répartition en pourcentage entre l'exploitant et le propriétaire? Parce que Alors, tout à l'heure, on a eu une présentation, c'était plutôt de l'ordre de 50-50. Alors nous, on est plus sur du 30% propriétaire, 70% exploitant. D'accord, c'est les chiffres qui correspondent généralement. Encore une fois, des projets, moi, financés, donc dans l'état final, moi, j'en ai pas, donc je ne sais pas vous répondre. On va se voir bientôt. Mais effectivement, vu que c'est l'exploitant qui permet le fait de valoriser l'électricité agrivoltaïque parce qu'il a bien une production sous-jacente, il est normal que ce soit l'exploitant qui tire pour la part dévolue aux propriétaires exploitants, la plus grosse majorité. Ça paraît logique. Et je rappelle que s'il n'y a plus d'exploitation agricole, on a une obligation de démanteler, donc la banque ne financera pas s'il y a trop de risques. Donc on a vraiment tout intérêt à justement aider l'exploitant. L'idée, c'est conserver une agriculture sur ces zones. On vient de parler là, de répartition propriétaire, exploitant, de foncier. La particularité française, c'est d'avoir une SAFER qui est intervenue notamment, qui a fait le gendarme, qui a régulé le prix des terres. Est-ce que ce genre de dispositif devrait se développer sur l'agrivoltaïsme pour avoir une forme de régulation des loyers, de ce qui peut se faire, d'éviter les concurrences, d'éviter une flambée des prix? Alors, je ne sais pas s'il y a besoin que la SAFER aille jusque-là dans l'établissement des loyers, mais c'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je vois surtout, c'est il y a eu là aussi une crainte, une peur, qui était l'explosion du prix du foncier. Je rappelle, 0,2% de la SAU au maximum. Et là, il y a une contrainte aussi, c'est que tous les terrains ne peuvent pas accueillir de l'agrivoltaïsme pour des centaines de raisons. Et la première des raisons, c'est la distance au point de raccordement pour injecter l'énergie dans le réseau. Donc ça veut dire que globalement, dans l'agrivoltaïsme, il y aura très peu d'élus. Et donc l'idée, ça va être de ne pas faire flamber ce prix-là. Mais par contre, l'autre pendant, c'est que s'il y a un exploitant et qu'il arrive en fin de carrière et que ça doit se renouveler, là, on peut réinstaller un jeune qui a un socle de revenus pour démarrer. Ce qui n'existe pas sur les autres terrains. Donc c'est déjà ça de prix pour le futur. On arrive vers la fin de cet échange. Sur la loi, chacun de vous, s'il y a un élément, là, vous croisez votre député ou le député un rapporteur de la loi sur l'agrivoltaïsme, vous lui dites quoi? Vous lui dites, qu'est-ce que vous changeriez en priorité? Je ne sais pas, qui commence? Écoutez, on les voit lundi. Ça tombe bien, on est à l'Assemblée lundi. Ce qu'on va leur dire d'abord, c'est si possible de faire des états des lieux fréquents et non partisans. Et la grande difficulté va être là, surtout en ce moment avec toutes les élections qui vont nous occuper, 26, 27 et 28. Je crois que l'agrivoltaïsme et le monde agricole méritent que ce soit regardé de manière objective. La deuxième, c'est ne rajoutons pas des contraintes, ça tue l'innovation. Or, aujourd'hui, on a besoin d'innover, on a besoin de créer. Et c'est comme la méthanisation avant, comme d'autres choses. Enfin, le maïs est arrivé à un moment dans les Landes, dans le Pyrénées-Atlantique. On pouvait se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée du maïs? Ben voilà, l'agrivoltaïsme, c'est encore quelque chose de nouveau dans le monde agricole. Donc voilà, ne pas contraindre l'innovation dans les temps à venir. Oui, je n'ai pas d'éléments particuliers sur la loi, mais il faut effectivement remettre tout ça en contexte. Vous avez dit quand même qu'il n'y avait rien de prévu
sur le financement tout à l'heure. Oui, mais est-ce qu'il y a besoin de prévoir quelque chose sur le financement? Le financement, il vient se caler sur une réalité économique. Et la réalité économique, ensuite, est influencée par la réglementation. Non, ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien tout remettre dans un contexte. C'est-à-dire notre besoin en termes énergétiques, notre besoin en termes d'énergie renouvelable et la place de l'agrivoltaïsme dans le mix renouvelable qui va exister. Et trouver sa juste place, il n'y a pas de raison de le contraire, d'autant plus que il faut vraiment cultiver ce lien qu'il y a entre les renouvelables et l'agriculture. Il y a un lien naturel entre les renouvelables et l'agriculture. Un agriculteur, il produit de l'énergie pour manger, avant tout. Son métier, je pense que c'est passer dans l'idée que produire de l'énergie à mettre dans des tuyaux ou dans des réseaux aujourd'hui, ça fait partie aussi de son métier, parce qu'il a le foncier, parce qu'il a la biomasse. Et je pense que c'est un sujet important à mettre en avant et qu'il ne faut pas juste le considérer comme un secteur à réguler, mais peut-être plutôt un secteur à promouvoir et à mettre à sa juste place. Ça, c'est un secteur sujet important. À promouvoir plutôt qu'à réguler. Il y a un dernier point que je n'ai pas abordé quand même, c'est le réseau électrique. C'est-à-dire que le réseau électrique français, il est vu comme étant stable. En tout cas, on a peu de coupures. Il est bien perçu, en tout cas à l'étranger, ce réseau électrique. Est-ce qu'il est bien adapté aussi pour ces centrales agrivoltaïques qui vont émerger? Il y a plein de réponses à cette question. Elle est peut-être trop large pour la fin, non, mais non, au contraire. C'est vrai que je pense qu'il faut l'aborder rapidement. Le réseau, il est basé au départ sur des centres de production qui produisent beaucoup. Et donc, c'est un peu, je pars du cœur et je finis à la toute petite artère au bout du doigt. Donc, une grosse centrale nucléaire voilà. qui produit beaucoup. Okay. L'arrivée des énergies renouvelables, mais toutes, pas simplement solaire, agrivoltaïsme, nous oblige à repenser un petit peu le réseau, à ce qu'il soit beaucoup plus distribué et avec des points d'injection qui soient multiples. Ça nécessite beaucoup d'investissement pour faire ça. Cet investissement est payé par les énergies renouvelables. Ça ne repose pas sur le consommateur ou le citoyen. Et son temps d'adaptation, c'est long. Je veux dire, pour créer un poste source, c'est 10 ans. Créer des lignes très haute tension, c'est 10 ans. Il y a des phénomènes d'acceptabilité aussi. On ne peut pas forcément voir des grands poteaux qui passent. Mais pour autant, ça va être une nécessité. Et on ne pourra pas avoir des centaines de millions de points d'injonction sur notre réseau. Ça ne va pas être possible non plus. Donc il va falloir avoir un mix énergétique et un mix de taille. Il va falloir des très grands projets et des petits également. Et c'est comme ça que le réseau sera adapté à la consommation et aux besoins. Parce qu'à la fin, il y a un consommateur, au même titre que la production agricole. Merci. Je regarde dans la salle s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Alors on va terminer avec une note positive. Allez, vous me donnez chacun un ou deux atouts, en 2 mots, très rapidement, un ou deux atouts pour terminer sur une note positive sur la filière agrivoltaïque française, pour résumer notre échange. Mais l'atout, c'est que moi, j'ai absolument aucun doute que cette filière va se développer parce que les agriculteurs en ont besoin, le secteur énergétique en a besoin, notre réseau électrique, il a des défauts, mais en fait, le monde nous l'envie et ça va marcher, c'est absolument certain. Il faut le construire tous ensemble. Voilà, c'est le seul sujet. Pour moi, le monde agricole est aujourd'hui le secteur d'activité le plus innovant qui s'adapte tous les ans à une multitude de contraintes. Et c'est là la plus grande force de l'agrivoltaïsme. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir échangé. Merci. On se retrouve, on va encore parler d'énergie pour la dernière table ronde, mais là on va parler de méthanisation. C'est aussi une filière qui s'est fortement développée en France. On se retrouve dans 10 minutes, on va parler de méthanisation et de culture intermédiaire à vocation énergétique. A tout de suite.